Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, nous allons reprendre nos travaux pour cette dernière session de ce fort intéressant colloque. Et en reprenant le micro, je ne peux que saluer à nouveau les organisateurs qui s'en sont fait les porteurs pour l'intérêt scientifique de la manifestation, mais aussi pour le courage que ça impliquait de réussir à la maintenir dans un calendrier ô combien difficile pour tous. Notre après-midi en sera, pour une part, hélas, là encore, allégé de certains de ces intervenants, mais dans le même temps, nous pourrons aussi, si vous le souhaitez, conserver un temps de discussion où quelques-uns des intervenants de la matinée pourront éventuellement réintervenir dans un débat plus fourni. Nous avons clôturé celui de ce matin un petit peu abruptement pour pouvoir faire cette pause déjeuner. Dans cet après-midi, je vais en fait donner la parole seulement à deux intervenants. Dans un instant, après quelques mots supplémentaires, je donnerai la parole à Clémence Vaillant, qui nous aidera à appréhender un type de dommage spécifique, mais ô combien intéressant dans le contexte de l'après-Première Guerre mondiale, la question des dommages artistiques. Et puis, hélas, en son absence, mais Guillaume Richard, à nouveau, prendra ce rôle difficile mais important pour nous donner connaissance du texte que David de Roussin avait préparé en conclusion pour réfléchir à la fois à l'expérience de la loi de 1919, mais aussi pour aller vers la loi du 28 octobre 1946. Ça m'amène au mot introductif que j'avais prévu pour cette séance d'après-midi et que je fais dès maintenant et très brièvement, qui vient aussi en réflexion à tout ce que nous avons dit à la fois hier et encore ce matin sur l'importance du Conseil d'État dans l'histoire de cette question des dommages de guerre. Et quand bien même le choix de cette rencontre scientifique était surtout centré sur la loi de 1919, effectivement, le fait que tout à l'heure on puisse avoir des éléments sur celle de 1946 est un point important. Et de ce point de vue-là, je l'avais signalé très brièvement, je le développe un peu plus maintenant, je l'avais développé hier matin en ouverture, je le développe un peu plus maintenant. Plusieurs figures du Conseil d'État ont aussi été impliquées directement dans la préparation et les suites de la loi de 1946. Et donc c'est aussi une manière pour moi d'ouvrir, Martine de Boisdef le faisait hier matin sur la question du dommage aux personnes, après le dommage aux biens, mais il me semble qu'on pourra aussi par la suite mobiliser encore le comité d'histoire et le Conseil d'État sur ces questions-là. Alors, par qui le Conseil d'État se mobilise sur ces questions de dommages de guerre après la Seconde Guerre mondiale? Par une de ces figures que j'ai un peu étudiées, le président Georges Cahen Salvador. Président de section à partir de 1936, il avait été mis à la retraite d'office par le gouvernement du maréchal Pétain. Il est rétabli dans son poste à la Libération, tout comme d'autres figures du Conseil d'État, mais immédiatement, il accepte d'être chargé de ce difficile dossier des dommages de guerre en 1946. Et dans le petit volume d'hommages qui lui est consacré après son décès en 1963, une autre figure du Conseil d'État, Roland Cadet, le président Massot a, je pense, connu, Roland Cadet écrit un texte sur le président Cahen Salvador et la reconstruction. Et en fait, ce texte, avec cet intitulé très large de la reconstruction, porte explicitement sur la question des dommages de guerre. Et je vous en donne juste un très court extrait. Je cite donc Roland Cadet. « Ainsi naquit, sous l'impulsion d'un homme qui avait déjà dirigé tant de services les plus divers, l'administration la plus importante de l'après-guerre, par le nombre de ses agents, comme par le volume des sommes qu'elle allait gérer. Une administration qu'il avait voulu former d'hommes efficaces, faisant consciencieusement et honnêtement leur métier, des hommes à son image qui ont fait honneur à son choix, et parmi lesquels ses successeurs ont trouvé avec reconnaissance les meilleurs artisans de la reconstruction de notre pays. Passé et à venir, le président Cahen Salvador en médite profondément aussi avant de jeter les bases de la nouvelle législation sur les dommages de guerre. Ça nous concerne plus davantage par rapport au sujet de notre colloque. Il sait que la législation, Roland Cadet dit
1918, mais peu m'importe ici, de 1918, n'avait empêché ni les abus ni les fraudes, avait entraîné de constantes revendications et de troublantes révisions. Il veut les éviter. Il s'informe, interroge inlassablement les représentants des sinistrés, bientôt groupés en fédérations et en associations, dirigées par des hommes dévoués et dynamiques, discute longuement avec eux, prend contact avec les régions sinistrées et leurs élus au cours de fréquents voyages. Il raconte ce qu'il a vu et entendu à son ministre Raoul Dautry, avec lequel il est lié d'une très ancienne et très confiante amitié. Il développe sa pensée en présence de son équipe de jeunes collaborateurs au cours de longs entretiens où chacun donne son avis. Et puis, son opinion personnelle s'est en fait, très vite, il précise sa pensée et rédige lui-même, la plume à la main, les bases et les principes fondamentaux de la loi qu'il envisage. Avec l'assentiment de son ministre, le texte s'édifie, ce texte qui, après une longue discussion à l'Assemblée constituante, deviendra la loi du 28 octobre 1946, celle qui sera désormais appelée la Charte des sinistrés. Et par la suite, après le vote de cette loi, le président Ken Salvador prend la tête de la Cour de cassation, de la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre. Je ne ferai pas l'erreur de terminologie qui nous a fait discuter hier après-midi grâce à Maître Barthélémy. Il se trouve que ce qui m'intéresse dans ce rappel de Roland Cadet, c'est qu'on voit bien par les acteurs eux-mêmes la présence de l'expérience même de la loi de 1919 en 1946, et on voit aussi une forme de mobilisation du Conseil d'État par la figure de Georges Ken Salvador qui est très intéressante, qui est à la fois dans la préparation de la loi et dans la gestion du contentieux. Et quelques années plus tard, en 1954, est publié par une autre figure du Conseil d'État, un maître des requêtes, Maurice Poussière, un traité des dommages de guerre, qui est préfacé par Georges Ken Salvador en 1954. Et voilà ce que Georges Ken Salvador écrit dans cette préface, je le cite. « La législation des dommages de guerre qui était intervenue après la guerre de 1914-1918 s'inspirait de préoccupations différentes de celles dont la loi de 1946 porte l'empreinte. On entendait alors, et avant tout, assurer aux sinistrés la réparation des pertes subies. Ce n'était que par des allocations dites supplémentaires qu'on encourageait la reconstruction. L'indemnisation du sinistré était le but essentiel. Le contrôle, d'autre part, s'était révélé insuffisant pour prévenir les abus. On ne put éviter les fraudes, de là des revendications, des poursuites et de troublantes révisions. Il importait d'en éviter le retour. » On voit que la mémoire d'une expérience se fait, y compris dans une relecture critique de cette expérience, et ça me fait dire que dans tout le travail très fin que nous avons mené depuis hier matin, il y a encore tout un pan qu'on a commencé à évoquer ce matin avec les questions de financement, mais d'application de la loi qui mériterait d'être encore plus creusé pour en voir les différentes dynamiques et en voir les effets de mémoire dans le fonctionnement même de l'appareil d'État et des institutions en charge de ces questions-là. J'ai été trop long dans cette introduction. Je donne tout de suite la parole pour un objet spécifique, mais si important dans les représentations et dans toute une série de discours politiques de la période, la question de la réparation des dommages artistiques. Clémence Vaillant au pupitre avec une projection. Merci Monsieur le Président et merci aux organisateurs de me donner l'occasion de venir vous parler de la réparation des dommages artistiques dans l'entre-deux-guerres par l'administration française et plus spécifiquement d'un mode de réparation qui est la restitution des objets d'art. Donc, tout le monde sait maintenant, bien sûr, que la Première Guerre mondiale n'a rien épargné sur son passage, que ce soit les hommes ou les biens. Et à travers la destruction de ces derniers, les biens, et notamment les biens d'art et d'histoire, les belligérants cherchent à toucher l'ennemi dans ce qu'il a de plus profond, son identité. Au-delà de la culture de guerre, décrite par les historiens Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker, c'est une véritable guerre des cultures, pour reprendre l'expression de l'historienne de l'art Christina Cotte, qui voit le jour et place le patrimoine artistique au cœur d'enjeux identitaires forts. Alors que des textes internationaux tels que les conventions de La Haye de 1899 et 1907 tentent de limiter les atteintes portées en cas de guerre à la propriété publique comme privée,
Des dommages très nombreux et très divers sont recensés à l'issue du conflit. Parmi les plus célèbres destructions, partielles ou totales, figure l'incendie de la bibliothèque historique de l'Université de Louvain du 25 au 28 août 1914 et les bombardements de la cathédrale de Reims des 14 et surtout 19 septembre de la même année. Concernant maintenant les atteintes propres aux biens meubles, les transferts justifiés le plus souvent par leur mise à l'abri sont importants. Les expositions réalisées par l'Association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais en 2014 relataient par exemple l'histoire des collections du musée de Douai, en partie transportées en péniche, d'abord à Valenciennes, puis en péniche jusqu'à Bruxelles. Enfin, un aspect peut-être moins connu des agissements à l'égard des biens est le piège individuel et sans trace mené par les soldats allemands. Après-guerre, les revendications sont nombreuses et la pression si forte sur l'État français que celui-ci ne peut échouer dans sa mission de recouvrer les richesses d'art, symbole de la grandeur française laissée aux mains des Allemands, représentés à l'époque comme des barbares capables des pires atrocités culturelles. Pour ce qui relève du droit interne, la France, devant faire face à l'ampleur et à la diversité des atteintes causées sur son territoire, adopte, nous l'avons déjà vu, nous en avons parlé hier et ce matin, la loi du 17 avril 1919 visant la réparation des dommages, dite Charte des sinistrés. Cette dernière a recours principalement à un mode de réparation, l'indemnisation, qui doit permettre au plus vite la reprise de l'activité et de la vie sur les territoires. Le texte permet notamment aux sinistrés, qu'ils soient particuliers, associations, établissements publics ou d'utilité publique, communes, départements, de faire une demande d'indemnisation pour les dommages causés aux biens meubles ou immeubles par fait de guerre. Le texte régit ainsi les rapports d'obligation qui existent entre l'État français et ses sinistrés, ne pouvant aller plus loin en ce qui concerne la récupération des biens enlevés et transportés en dehors des frontières françaises. C'est alors le droit international qui vient compléter les modalités de réparation mises en place pour apporter une réponse à certains dommages tels que les enlèvements d'objets d'art, et se fonde cette fois sur des rapports d'obligation à créer après-guerre entre la France et l'Allemagne. Se pose alors la question de savoir sur quel fondement et de quelle manière la France, ou plus exactement son administration, a pu procéder à la récupération de ces biens dans l'entre-deux-guerres. Nous allons y répondre en présentant deux phases distinctes. La première qui repose sur les textes d'armistice et l'activité des services qui se sont occupés sur cette base de la reprise des biens officiellement déplacés par les autorités allemandes. Et la seconde phase qui commence au moment de l'adoption du régime de paix, lorsque les services cherchent à étendre leur champ d'action au-delà des frontières françaises. Tout d'abord, une reprise sous contrôle des biens officiellement déplacés. La nécessité d'agir vite à l'issue du conflit conduit les représentants français à inscrire le plus rapidement possible la restitution dans les textes d'armistice. Une nouvelle administration s'organise ainsi pour permettre à la France d'exercer son droit à restitution. Les prémices du droit à restitution, il passe par la Convention d'armistice, novatrice en ce qu'elle intègre la notion de restitution en son article 19, mais omet toutefois certaines catégories de biens, tels que les objets d'art. Pour corriger cela, notamment, deux personnalités de l'administration française se rendent à Spa, Constantin de Celles, ancien receveur général de la Seine, et Charles de Lastérie, ancien inspecteur des finances, interviennent pour faire élargir la catégorie des biens visés par les restitutions. Résultat, le 1er décembre 1918, le protocole de clôture de la sous-commission financière à Spa est signé par la France, l'Allemagne et la Belgique. Le texte prévoit la restitution de tout document, espèce, valeur mobilière ou fiduciaire ou objet d'art. Le texte définit des modalités de mise en œuvre intéressantes qui obligent par exemple les Allemands à fournir les listes de biens soustraits dans les régions envahies, et ce dans un délai fixé le 10 décembre 1918.
Le protocole distingue la procédure spécifique pour les biens restés en France de celle à appliquer pour les biens partis à l'étranger. Et enfin, le protocole reconnaît à la France un droit imprescriptible de revendiquer les biens qui n'auraient pu être récupérés dans les délais impartis. L'exécution de ce protocole est confiée à Constantin de Celles, sauf pour ce qui concerne les objets d'art. Pour ces biens en particulier, c'est Paul Vitry, conservateur adjoint des musées nationaux, qui est missionné par son ministère de rattachement, les instructions publiques et beaux-arts. À cette fin, Paul Vitry rédige, en collaboration du délégué allemand Theodor Demmler, qui, entre parenthèses, a joué un rôle assez important dans le transfert des collections pendant la guerre. Ces deux hommes, donc, rédigent une note complémentaire au protocole de Spa. La note, signée le 17 décembre 1918, va régir la restitution spécifique des objets d'art et documents de caractère artistique revendiqués au nom du gouvernement français. Le texte maintient les principes posés antérieurement dans le protocole, tout en y ajoutant quelques précisions. Premièrement, un délai supplémentaire est fixé pour la remise des biens, donc celui-ci est repoussé au 1er janvier 1919. Et ensuite, chose intéressante, une liste non exhaustive des biens enlevés par les Allemands et transportés hors des frontières est fournie. Dans ces listes, on retrouve, à titre d'exemple, le tableau de l'Assomption de la Vierge de Piazzetta du musée de Lille, des pièces de monnaie du musée de Péronne ou encore des objets précieux du château de Pinon, des villes de Stenay, de Laon. Et pour ce qui concerne les œuvres d'art prises en Alsace-Lorraine, on y voit celles transférées à Munich. En pratique, donc, l'association des deux textes, protocole et notes, doit permettre aux services de s'organiser. Voyons maintenant l'action des services sous le régime d'armistice. Paul Vitry, chef de la section œuvres d'art de l'Office des biens et intérêts privés en pays ennemis et occupés, section créée en octobre 1918, coordonne la centralisation des revendications, l'inventaire et le rapatriement des biens retrouvés dans les dépôts en France, en Belgique et en Allemagne. Pour cela, bien sûr, il n'agit pas seul et il s'appuie sur les services mis en place, services civils et militaires. Au sujet, donc c'est une parenthèse, au sujet des intentions ambiguës qu'ont pu avoir les membres des services allemands de protection des œuvres d'art, Kunstschutz, je ne peux pas les développer ici, mais je renvoie aux travaux de Christine Acotte sur le sujet. Donc, dans la note rédigée par Vitry et Demmler, se trouvent listés les dépôts les plus importants qui ont été constitués par les Allemands en France et en Alsace-Lorraine notamment. On y trouve les dépôts de Maubeuge, Fourmies, Charleville, Sedan, Montmédy, Metz et Valenciennes, dont les biens ont été transférés en octobre 18 à Bruxelles. En avril 1919, Paul Vitry déclare la mission qui lui a été confiée par le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts quasiment terminée. Le bilan pour les opérations de restitution pour la période d'armistice est plutôt positif en ce qui concerne la récupération des biens officiellement déplacés par les Allemands, majoritairement de propriété publique, ce qui n'empêche pas le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts de dresser rapidement la liste des objets qui restent à revendiquer auprès de l'Allemagne. Mais le bilan s'avère plus négatif pour ce qui concerne les biens des particuliers, mais aussi certaines collections publiques, pillées de manière désorganisée et sans laisser de traces. De nombreuses critiques s'élèvent alors contre les textes d'armistice qui n'auraient pas été rédigés dans l'optique de la restitution de ces biens. Premier argument contre les textes, les délais qui ont été fixés étaient bien trop courts pour permettre des recherches en Allemagne. Cela voulait dire que les délais ne permettaient que la restitution de biens préalablement identifiés. Autre argument, les pouvoirs d'intervention reconnus au service français de restitution étaient extrêmement limités, ce qui faisait reposer la procédure sur la bonne volonté des autorités allemandes. Et enfin, dernier argument qui est plus à nuancer, c'est le fait que Paul Vitry, qui était envoyé à Spa, l'ait été au nom du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, ce qui aurait laissé présager que les intérêts des sinistrés aient été traités plus tard, mais n'ait pas constitué une priorité.
Au moment où Paul Vitry déclare sa mission terminée, les prérogatives en matière de récupération ne disparaissent pas. Elles se trouvent transférées à 2 services relevant du ministère des Régions libérées. Ces 2 services sont le séquestre général des biens restitués par les Allemands, qui se trouve à Paris, et le service de restitution du mobilier et des œuvres d'art, qui lui se trouve à Wiesbaden, en Allemagne. Je reviens brièvement sur les missions de chacun de ces 2 services. Le séquestre général, qui est dirigé par Constantin de Celles, se charge de la collecte des revendications, de la constitution des dossiers et de leur transmission au service de Wiesbaden. Donc tout ça dans la continuité de ce que faisait déjà la section œuvres d'art de l'OBI. Puis une autre mission qui revient au séquestre général est celle d'assurer la restitution des biens aux propriétaires ou de les envoyer au service des domaines pour qu'ils soient vendus quand les propriétaires ne pouvaient être identifiés. Pour ce qui est des missions du service de restitution du mobilier et des œuvres d'art à Wiesbaden, celui-ci est dirigé par Charles Lefebvre, qui est directeur de l'ensemble des services français de restitution installés en Allemagne, puisque ces services de restitution ont été initialement créés plutôt pour récupérer du matériel industriel ou agricole. Ce n'est que par la suite que ces compétences s'élargissent. Ce service du mobilier et des œuvres d'art complète les dossiers en lien avec les sinistrés et les transmet, quand ils sont suffisamment importants et complets, à la commission allemande de restitution, qui décide, elle, du bien fondé des recherches et de la reprise des biens. Le transfert de la mission à ces 2 services, placés sous la coupe du ministère des Régions libérées, dont un se trouve en Allemagne, illustre tout de même la volonté de l'État de poursuivre plus spécifiquement la récupération des biens oubliés. En 1919, les espoirs se fondent alors largement sur l'adoption du régime de paix. Ce qui nous amène à la seconde partie, intitulée « Des blocages récurrents face à la restitution des biens pillés ». Les textes vont donc donner progressivement une portée nouvelle au droit à restitution, mais cela n'empêche que les services français continuent de se heurter à une résistance du côté allemand qui rend difficile l'exécution des restitutions. D'abord, une légitimité reconnue par les textes. Cela passe par le traité de Versailles, bien sûr, signé le 28 juin 1919 et entré en vigueur le 10 janvier 1920. Le traité définit les conditions de paix encadrant les relations futures entre les gouvernements alliés et associés et l'Allemagne. Le traité ouvre le chapitre des réparations par l'article 231, très controversé, nous en avons déjà parlé, qui fonde la responsabilité allemande pour les pertes et dommages subis en conséquence de la guerre. Au sein du chapitre des réparations figurent des clauses générales et des clauses générales et spéciales de restitution, et c'est une clause générale qui va retenir notre attention. L'article 238 du traité de Versailles prévoit la restitution des objets de toutes sortes qui pourront être identifiés sur le territoire de l'Allemagne ou de ses alliés. En cela, l'article 238 fonde l'action des services de restitution, qu'ils se trouvent à Paris ou à Wiesbaden, mais le texte présente un inconvénient. Il ne se suffit pas à lui-même et son application va être conditionnée à l'adoption de protocoles. Dans l'attente de ces futurs textes, l'organisation prévue pendant la période d'armistice est maintenue. Les services nationaux poursuivent leur action en conformité avec les décisions prises par les organes interalliés. La commission des réparations, un organe interallié, institué par l'article 233 du traité de Versailles, installé à Paris, est chargée de superviser la réparation et crée pour cela une antenne en Allemagne appelée Office de la commission des réparations de Wiesbaden. C'est cette antenne qui assure le suivi et le contrôle des services nationaux de restitution sur place. Il revient notamment à ces services interalliés de rédiger les protocoles d'application de l'article 238 et à ce sujet, les critiques affluent du côté des parlementaires français qui critiquent la lenteur avec laquelle les services interalliés ont exécuté cette tâche. C'est le 1er septembre 1920 que le protocole général A est adopté. Celui-ci fixe le cadre global
des restitutions tout bien confondues, en attendant, une fois encore, que des protocoles spéciaux viennent définir la procédure propre à chaque catégorie de biens. Cela n'est pas sans poser problème, puisque les Allemands, sur cette base, continuent à alléguer des fins de non-recevoir en réponse aux revendications d'œuvres d'art françaises. Les critiques étant de plus en plus dures, la Commission des réparations obtient tout de même de l'Allemagne qu'elle promulgue un décret obligeant les ressortissants allemands à déclarer les œuvres d'art qu'ils posséderaient indûment. Ce décret est finalement le même que celui qui avait été adopté pour le matériel industriel en 1919, sauf que là, le décret intervient le 6 avril 1921. Malgré l'adoption du décret, les déclarations ne sont pas nombreuses. Les services français continuent de se heurter à des agents allemands dont l'attitude diffère totalement de celle adoptée au moment de la restitution du matériel industriel ou agricole. Les témoignages de mauvaise volonté de la part des agents allemands se multiplient. Pour finir, le protocole D, relatif à la restitution des objets mobiliers, œuvres d'art, valeurs mobilières et espèces, est notifié à l'Allemagne le 26 avril 1921, soit 2 ans et demi après la signature de la Convention d'armistice. Le ministre des Régions libérées, Louis Loucher, reconnaît tristement le 31 mai 1921 que les restitutions d'objets mobiliers et objets d'art peuvent enfin commencer. Ce qui nous amène à la dernière sous-partie, les services de Wiesbaden en lutte. Pendant ce long temps d'adoption des textes, les services français agissent avec les moyens qui sont les leurs, d'abord limités à la constitution de dossiers et à leur transmission à la commission allemande. Ils ne peuvent décider de l'opportunité d'intervenir. Puis, le protocole D apporte quand même quelques évolutions. Il va donner le droit aux services français d'assister aux perquisitions et aux interrogatoires. Et fin 1921, les agents français ont assisté à 22 interrogatoires et 13 perquisitions. Malheureusement, certains détails témoignent des limites de la procédure en vigueur. Les autorités allemandes ont tendance à prévenir les suspects en amont de leur venue, ce qui laisse peu de chances d'obtenir des résultats. Et face à cela, le directeur des services français de restitution, Charles Lefebvre, obtient tout de même que le lieu des perquisitions reste secret jusqu'au moment de l'intervention. Autre limite, la preuve fait très souvent défaut, d'où l'impossibilité d'aller au bout des enquêtes même avancées. Les services français font le maximum pour compléter les données en leur possession, malgré les critiques qui sont faites à ces services, mais les sinistrés sont souvent eux-mêmes dans l'incapacité d'apporter la preuve de leurs droits ou même des descriptions exactes de leurs biens. Les services, se heurtant à la résistance de leurs homologues allemands, commencent alors à développer des méthodes sortant un peu du cadre légal qui leur est posé pour surmonter ces obstacles et surtout la crainte de certaines convenances qui pourraient exister entre les autorités allemandes et les anciens hauts dignitaires de l'armée allemande. Les experts français partent alors incognito en Allemagne pour faire le tour des ventes et des salons d'antiquaires, armés de catalogues très précis décrivant les biens les plus précieux ayant disparu. Malgré toutes ces tentatives, peu de résultats sont relevés, toujours en l'absence de preuves. Les estimations sont très difficiles à donner sur les biens revenus, mais il aurait été récupéré pour une valeur de 10 millions de francs or d'objets d'art et objets mobiliers courants depuis fin 1918. Les pertes, quant à elles, sont impossibles à évaluer avec précision, mais il est de l'avis de tous que la grande majorité des biens déplacés n'ont pas été récupérés. Ce qui nous amène à la conclusion. Au fur et à mesure que les espoirs de retrouver ces biens diminuent, les gouvernements respectifs concluent des forfaits avec l'Allemagne pour solder leurs droits à restitution. Ces forfaits sont des accords par lesquels les États renoncent d'un côté à leurs droits à restitution en l'échange de sommes forfaitaires. Cela s'est fait d'abord pour le matériel agricole en 1919, pour le matériel industriel en 1921 en France, puis plus tard pour les objets d'art, comme l'ont fait la Pologne ou la Belgique.
Bien que la France, elle, ne suive pas cette voie, le service de Wiesbaden est supprimé en 1925. Sa mission est reprise directement par le service qui se situe à Paris. Est-ce à dire que les recherches prennent fin à cette date? La correspondance entre le séquestre général et l'ambassadeur de France en Allemagne en 1927 au sujet de la restitution prochaine d'objets d'art français retrouvés à Hambourg semble indiquer le contraire. Je vous remercie pour votre attention.